Je suis Jérôme Diguet, je voulais vous souhaiter la bienvenue, je suis très heureux que vous soyez là. D'habitude, on est dans une salle là-haut où on est 50 personnes, on était plus nombreux, donc on s'est replié ici, tous ensemble, dans le parcours de visite. Donc il y a 1200 mètres carrés, vous voyez un peu l'ambiance. Donc voilà, merci de venir très nombreux. Donc au nom de la Cité des Climats de Bourgogne et au nom du BIVB aussi, je vous souhaite la bienvenue. On est content effectivement de créer un partenariat, c'est la première que l'on fait, il y aura 2 dates. Vous dire qu'on est un lieu culturel, un lieu touristique pour la Bourgogne, ses vins et ses climats. Et on est aussi un lieu de vie. Donc il y a le parcours de visite, il y a des ateliers de formation au 2e étage, il y a un bar pour tester les accords mets et vins, il y a des salles de réunion, voilà. Et comme on disait en Grèce, la cité, c'est les hommes qui le font, donc c'est un lieu d'échange, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, un lieu d'échange, voilà. Merci, j'en dirai pas plus, et je vais laisser la parole donc aux intervenants. Merci à vous. Bonsoir à tous, donc ravi d'être avec vous ce soir. Donc moi je vais commencer la présentation en parlant de la mycorhize au sens général, comment est-ce qu'on peut l'appliquer à la vigne et surtout essayer de vous dire où est-ce qu'on est en termes de connaissances sur la mycorhize et surtout quelles en sont les limites. C'est-à-dire que oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour une plante, quelle qu'elle soit, mais pas forcément. Donc essayer justement de moduler, de voir un petit peu comment pour la viticulture, pour les vignerons, cette symbiose peut être intéressante. Et dans un deuxième temps, Pierre-Antoine discutera plus particulièrement sur un travail qu'il a réalisé au cours de sa thèse, justement sur la parcelle du geste. Donc effectivement, quand on est en Bourgogne ou quand on est dans un vignoble, on a plus l'habitude de voir ce type de photos où on voit des vignes, on voit des cèpes rangés bien les uns derrière les autres, et on se pose toujours la question de savoir est-ce que la vigne est un individu qui vit seul, qui se développe seul, mis à part de temps en temps voir des enjambeurs, voir des tracteurs, ou voir des personnes qui sont là pour les vendanges. Mais en fait, la vigne n'est pas une plante qui va se développer toute seule. En fait, on parle maintenant plutôt d'holobion de vigne. On a pendant très longtemps essayé de scinder d'un côté les plantes, de l'autre côté les micro-organismes. Et maintenant, on essaye plus de parler en termes de globalité. C'est un petit peu ce qui se passe, c'est le pendant qu'on a aussi avec l'homme. Vous entendez aussi souvent à la télévision parler du microbiote humain. Ce microbiote qui pourrait être important dans certaines maladies, dans certains cancers, dans certains diabètes. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir transposer ce microbiote à qu'est-ce qui peut être positif, neutre ou néfaste pour une plante. Et en fait, qu'est-ce qu'on appelle un holobionte? Un holobionte, c'est un organisme vivant qui va être accompagné de son microbiote. Alors si on prend le cas d'une vigne, on ne va pas avoir un microbiote, mais on va avoir des microbiotes. On va avoir le microbiote qui va être associé aux feuilles, celui qui va être associé aux sarments, celui qui va être associé aux baies, au bois, et celui qui va être, par exemple, associé aux racines. Donc en fait, on a des communautés de micro-organismes qui vont être associés aux différents compartiments, aux différentes étapes de la vie et du cycle de développement de la plante de la vigne. Et on peut distinguer 2 grands types de microbiotes. Je passe sur l'ensemble des sous-microbiotes. On a le premier microbiome que l'on va appeler la phylosphère. Ça va être celui qui va être associé aux parties aériennes de la plante. Et on va appeler l'autre, le microbiote rhizosphérique, celui qui va être associé aux racines des plantes et au sol qui va être adhérent. Et généralement, ce microbiote va être composé de différents organismes. Ça va être des bactéries, des champignons, mais également des virus. Et en fait, on a des interactions à la fois entre la plante et les micro-organismes, mais également des interactions entre ces micro-organismes. Et ces interactions, elles peuvent être de 3 types. Soit elles peuvent être positives, on appelle ça souvent des symbioses mutualistes à bénéfice réciproque. Elles peuvent être neutres, c'est-à-dire que les micro-organismes s'ignorent les uns à côté des autres, ou elles peuvent être négatives. Vous pouvez avoir un impact négatif, vous connaissez tous le mildiou, mais également bactérie envers une autre bactérie où une va prendre le pas sur l'autre. Et nous, dans ces différents compartiments, il y en a aussi un qui nous intéresse particulièrement, c'est le sol, puisqu'en fait le sol, ça va être le réservoir de l'ensemble de ces micro-organismes. Il faut savoir que le microbiote qui va être associé aux feuilles, aux baies, aux différents compartiments de la plante, la grande majorité en fait, des micro-organismes qui en sont composés vont provenir du sol. En fait, dans ce sol, vous avez des micro-organismes, donc bactéries, champignons, virus, mais vous allez avoir plein d'autres organismes. Vous allez avoir des insectes, des vers, des protozoaires. Et pour avoir un petit peu une idée de la quantité de ces micro-organismes que l'on peut avoir dans un petit volume de sol, imaginez juste une poignée de sol qui peut tenir au creux de votre main. Vous pourriez avoir de l'ordre de 200 milliards de bactéries, plus de 100 km de filaments de champignons et de l'ordre de 200 000 insectes, vers et autres protozoaires.
Donc on voit qu'en fait la vie, elle est dans le sol et que le sol n'est pas juste un support de culture qui permet juste de faire pousser des trucs par-dessus. Hormis la plante, hormis les micro-organismes avec lesquels elle vit, la plante, elle vit aussi avec les autres plantes qui l'entourent. Dans le cas d'un vignoble, ça peut être les autres cèpes qui peuvent être dans le rang ou dans des rangs séparés, mais c'est également le couvert végétal. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de penser à ces interactions plante-plante, puisque les plantes, vous avez déjà entendu parler, peuvent communiquer entre elles. Elles communiquent entre elles à la fois au niveau aérien, mais également au niveau souterrain. Au niveau aérien, elles sont capables d'échanger ce qu'on appelle des composés volatiles qui vont partir d'une plante vers l'autre et qui vont justement permettre des réactions, peut-être parfois de défense, de la part de l'autre plante. Vous avez tous entendu parler il y a très longtemps de la première fois où ça a été mis en évidence, c'est dans le désert où vous avez des sophoras qui sont broutés par des chèvres. Et en fait, le fait de brouter les feuilles, ça va permettre de prévenir les autres plantes. Et à ce moment-là, elles vont produire des tanins, des polyphénols qui vont être extrêmement mauvais pour la chèvre. On a exactement pareil chez le sapin avec une accumulation de tanins ou de phénol dans le cadre d'attaques par des chenilles. Donc ça, c'est les premiers composés qui peuvent être transmis par voie aérienne. On a aussi ceux qui peuvent être transmis par le sol, puisque certains peuvent être transmis par des liquides, donc par l'eau, peuvent être transmis par l'air, peuvent être également transmis par des micro-organismes comme certains champignons qui vont permettre de relier les plantes entre elles. C'est notamment le cas des champignons mycorhiziens. On en reviendra tout à l'heure plus en détail. Mais donc on a des molécules qui sont communicantes, qui passent à la fois par le milieu aérien, mais qui passent aussi par le milieu souterrain. Et à l'intérieur de l'ensemble de ces micro-organismes, à l'intérieur de ces différents compartiments, nous, il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le compartiment qu'on ne voit pas, c'est le compartiment rhizosphérique. Et en fait, il faut savoir qu'au départ, une plante, c'est quoi une plante? C'est une espèce de grosse usine à photosynthèse et qui va fabriquer du sucre. La plante va faire, sous l'influence du soleil, avec le dioxyde de carbone et de l'eau, elle va fabriquer du sucre, du saccharose. Le saccharose qui va être transmis à l'intérieur de la plante et qui va aller jusqu'au bout des racines. Une fois qu'il est au bout des racines, il ne va pas juste y rester, il ne va pas juste y être stocké, mais une partie de ce carbone va être exudée, va être sécrétée à l'extérieur de la plante et peut être utilisée comme source de nutriments par d'autres micro-organismes, par des bactéries, par des champignons, et notamment par des champignons qui nous intéressent plus particulièrement, c'est les champignons mycorhiziens. Alors c'est là où ça va être intéressant, on en rediscutera un petit peu tout au long de cette présentation, c'est que ces sucres, qui sont le nerf de la guerre pour beaucoup de ces micro-organismes, en fait, vont, en fonction de leur qualité, mais également d'autres molécules organiques, comme certains acides aminés ou comme certains acides organiques, donc peuvent être sécrétés, exudés, et vont être des substrats, des éléments nutritifs pour toute la vie qui va être dans le sol. Et justement, à l'intérieur de tous ces micro-organismes qui peuvent vivre à côté de la racine, sur la racine ou à l'intérieur de la racine, nous, on se focalise sur des organismes qui vivent en symbiose, justement, avec cette racine. Et on est plutôt intéressé à ce qu'on appelle la symbiose mycorhizienne, et en fait, il existe sur Terre 7 types de symbiose mycorhizienne. L'endomycorhize arbuscule, les ectomycorhizes et toute une kyrielle d'autres types de symbioses qui sont excessivement spécifiques, comme certaines qui sont associées aux orchidées, certaines qui sont associées à certaines éricacées, mais qui sont relativement minoritaires. Celles qu'on a l'habitude de voir principalement, c'est celles qu'on peut voir en forêt, les mycorhizes qui sont associées aux hêtres, aux pins, aux sapins, aux chênes, aux charmes, aux noisetiers. C'est ce que vous avez ici sur ces images, ce qu'on appelle des ectomycorhizes. Vous imaginez comme un espèce de champignon qui va faire comme un gant autour de la racine. D'accord ? Et en fait, c'est ce champignon qui, lorsqu'il va se développer dans le sol, vous voyez ici les ifs qui se développent dans le sol, c'est du mycélium, qui lui va aller chercher des nutriments pour la plante. Donc il faut savoir que ce type de symbiose, qui est observable très facilement à l'œil nu, vous allez en forêt, vous récupérez des racines, et toutes les racines, 95% d'entre elles, quand elles sont vivantes, vous allez trouver ces ectomycorhizes par-dessus. Ces ectomycorhizes, ça représente à peu près 10% des symbioses mutualistes qu'il y a sur la planète Terre. L'autre type de symbiose, qui est cette fois-ci majoritaire, en fait, c'est la symbiose mycorhizienne arbuscule que l'on peut observer sur 80% des plantes terrestres. Alors si on prend ici en Bourgogne, on a bien sûr cette symbiose associée aux racines de la vigne, mais elle est au niveau de toutes les plantes relativement communes trouvées dans les prairies. On la trouve associée à toutes les plantes d'intérêt agronomique, comme le blé,
comme le maïs, comme toutes les légumineuses. Les seules plantes d'intérêt agronomique qui ne vont pas faire de mycorhize, ce sont tout ce qui est crucifères, brassicacées. Donc le colza, la moutarde ne fait pas de symbiose mycorhizienne. Tout ce qui est kénopodiacée, kénopode ne va pas former de mycorhize. Toutes les betteraves ne vont pas former de mycorhize. Et tout ce qui est scrofulariacée ne va pas former de mycorhize. Donc en fait, hormis ces 4 familles de plantes, la grande majorité d'entre elles vont former des symbioses mycorhiziennes à arbuscules. Il faut savoir que c'est très peu nombreux. On a très peu d'espèces de ces champignons, puisqu'on a environ 350 espèces. Mais il faut savoir que ces champignons, on les trouve à peu près dans n'importe quel écosystème. Si vous allez au massif du Mont Blanc, si vous allez dans le désert de Gobi, si vous allez dans n'importe quel désert, vous trouverez toujours ces champignons associés à une plante. Ils sont excessivement résistants, à la fois aux températures qui sont extrêmes en positif, mais aussi extrêmes en négatif. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette symbiose mycorhizienne? Si vous vous plongez au niveau d'une racine, qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer des racines, vous allez observer des petites particules de sol, et autour de ces particules de sol, vous allez observer des petites choses rondes, là, de couleur, qui vont être des spores, qui est la structure de reproduction de ces champignons, et vous allez regarder, vous allez voir autour ces ifs. Ces ifs qui sont justement la partie visible du champignon à l'extérieur de la racine. Et si vous observez cette image, qu'est-ce que vous voyez? C'est que la racine, c'est quelque chose d'assez gros, avec un diamètre relativement épais. Sur 1 cm², vous avez peu de racines. Par contre, si vous regardez ici les ifs, ça a un très faible diamètre et vous en avez partout. Donc si vous regardez la longueur cumulée de tous ces ifs et si vous le rapportez ainsi à votre diamètre, vous observez que en fait, les ifs vont occuper une surface du sol extrêmement importante. Donc en fait, si on pense à tout ce que ces ifs peuvent aller récupérer dans le sol, comparé aux racines, les ifs vont aller chercher beaucoup plus de nutriments que ce que peut faire la racine. On verra un petit peu plus tard sur le rôle de ces champignons dans le sol. Mais après, ce qui nous intéresse aussi, ce n'est pas juste ce qui se passe à l'extérieur de la racine, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de la racine. Et à l'intérieur de la racine, ça j'ai oublié de le mentionner, c'est que ces spores de champignons, on a 350 espèces, et en fait c'est hyper compliqué d'essayer de différencier ces espèces à l'œil nu. Quand on les regarde, elles sont toutes rondes, ok, elles peuvent avoir des tailles différentes, de quelques micromètres à pour les plus grosses, quelques dizaines de micromètres. Mais par contre, le problème qu'elles ont, c'est que pour une même espèce, entre un stade juvénile, c'est-à-dire jeune, et un stade adulte, elles peuvent changer de couleur. Donc déjà que c'est compliqué de les reconnaître à l'œil, si en plus il faut les reconnaître en fonction de leur âge, on n'est pas ressorti. Donc en fait, ça c'est un gros problème avec ces champignons, c'est qu'essayer de les différencier sur leur morphologie, c'est quelque chose de quasiment impossible. On reviendra dessus après. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller regarder à l'intérieur de la racine si on a du champignon. Et donc, on les colore avec des composés particuliers qui vont permettre ici de colorer justement tout ce qui est bleu. Ici, va représenter le champignon qui est à l'intérieur de la racine. Donc ici, vous avez le cortex de la racine, qui est la partie externe de la racine. Et ici, vous avez le cylindre central de la racine. C'est là où vous avez le xylème et le phloème, qui sont les éléments conducteurs de la plante. Et donc ici, dans ce cortex, c'est là où va se développer le champignon, et c'est là que le champignon va faire justement toutes ces interactions avec la plante. Et si on regarde un petit peu plus en détail justement les différentes structures que vont former ces champignons à l'intérieur des racines, on va en voir de 3 types. Le premier type, ça va être le mycélium intraracinaire, c'est le mycélium qui va se développer entre les cellules des racines, d'accord? Donc souvent, il va avoir un développement qui va être parallèle aux cellules de la plante. Vous allez avoir ici des espèces de petits ballons de rugby qui sont des vésicules, en fait qui sont des espèces d'usines de stockage à l'intérieur de lesquelles vous avez des lipides, des glycolipides, et donc qui permettent aux champignons de survivre s'il y a un problème en termes de nutrition, parce qu'il faut savoir que ces champignons, s'ils n'ont pas de plantes, ils sont incapables de survivre. Ce n'est pas comme en forêt, si vous prenez un cèpe, si vous prenez une girole, si vous prenez d'autres champignons qui sont ectomycorhiziens, les amanites, ces champignons, ils sont capables de se développer tout seuls sans les arbres. D'accord? Ceux-là, incapables. Vous avez une spore, vous pouvez peut-être la faire germer, mais si vous n'avez pas une plante à côté, ce champignon, il ne sert strictement à rien. Il a strictement besoin de la plante pour se développer. Sans plante, il n'existe pas. Et enfin, vous avez la troisième structure que sont les arbuscules, et on va voir un petit peu plus en détail à quoi servent ces structures. Ici, on veut vraiment savoir justement quels sont ces champignons, parce que déjà qu'on n'arrive pas à les reconnaître sur la base de la couleur de leurs spores,
Si on essaie de les reconnaître à l'intérieur, c'est impossible. Donc à ce moment-là, pour savoir qui est là, qui colonise les racines, on est obligé de passer par des méthodes moléculaires, donc de travailler par exemple sur l'ADN et d'aller de chercher qui est là. Si on regarde un petit peu plus en détail justement à quoi ressemble une arbuscule, ici vous avez une cellule végétale et à l'intérieur de la cellule végétale, vous avez cette espèce de petit arbre, d'où le nom de arbuscule. Ça ressemble à un arbre, à un arbuste. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement ramifié. Et donc toujours pareil, plus vous allez avoir de ramifications, plus vous allez avoir une capacité d'échange qui va être augmentée entre la plante et le champignon. Donc toujours pareil, vous avez à l'extérieur de la racine des ifs très fins qui vont aller partout dans le sol pour aller chercher des nutriments qui sont inaccessibles à la plante, donc quelque chose de ramifié à l'extérieur. Et à l'intérieur de la plante, on a quelque chose qui est ramifié, mais cette fois-ci pour faire des échanges avec la plante. Donc d'un côté, je me ramifie à l'extérieur pour faire des échanges avec le sol, et à l'intérieur, je ramifie pour faire des échanges avec la plante. Et justement, si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'interface, on appelle l'interface biotrophe entre le champignon et la plante, vous allez avoir le champignon qui va aller chercher dans le sol des éléments minéraux, nutritifs. Ça peut être de l'azote, du phosphore, du potassium. Il y a aussi plein de micro-éléments, mais également de l'eau. Il va les transporter, il va les transférer à la plante. Et en échange, la plante va lui donner des molécules carbonées. Donc on voit vraiment qu'on est sur une symbiose mutualiste qu'on appelle la bénéfice réciproque. Et on verra tout à l'heure justement que cette balance, qui a l'air si jolie, si sympathique, en fait, elle n'est pas toujours équitable. On verra que dans certains cas, elle est complètement inéquitable. Et c'est pour ça que même derrière le terme de symbiose mycorhizienne arbuscule, il n'y a pas forcément toujours un bénéfice qui est derrière. Et donc, si on regarde un petit peu maintenant cette symbiose d'un peu plus près, cette symbiose qui est vieille, il faut savoir que probablement la symbiose mycorhizienne arbuscule aurait permis le passage de la vie aquatique à la vie terrestre. Les premières plantes étaient aquatiques. Donc elles naviguaient dans l'eau, elles étaient charriées par les mouvements d'eau, et après il y a une colonisation terrestre. Sauf que la différence entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, c'est quoi? Quand vous êtes sur Terre, il faut s'ancrer, parce que vous avez le problème des vents. Il faut aller chercher à manger, alors que quand vous êtes dans l'eau, à manger, c'est juste autour de vous, vous avez juste à piocher à l'intérieur. Quand vous êtes sur la terre ferme, c'est comme pour vous quand vous êtes à la plage. Si vous restez trop longtemps, vous allez brûler à cause des UV. Alors que quand vous êtes dans l'eau, vous êtes protégé des UV dès que vous êtes à 15-20 cm sous l'eau. Donc effectivement, ces champignons mycorhiziens, ils ont probablement apporté des services à la plante qui leur ont permis dans un premier temps de passer de l'état maritime à l'état lacustre, puis à l'état terrestre. Et donc, depuis 450 millions d'années que ces champignons et ces plantes coévoluent ensemble, ils ont appris à se connaître. Et en fait, les champignons peuvent apporter des services à la plante. Un des premiers services qu'apporte ce champignon à la plante, c'est un meilleur accès à l'eau et aux nutriments. Alors ça, c'est une expérience que l'on montre relativement régulièrement. C'est une expérience ancestrale qui avait été menée sur l'ancien site de INRA à Dijon, et qui permet justement de vous montrer à quoi vraiment servent ces champignons. Vous avez ici 4 petits carrés qui au départ ont été désinfectés, donc ça veut dire qu'on a retiré tout ce qui est micro-organismes vivants. Ils ont planté à l'époque des oignons par-dessus, et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'on a juste des oignons plantés dans un sol désinfecté, vos oignons sont rachitiques, ils ne poussent pas. Par contre, si on regarde les mêmes oignons plantés dans un carré qui n'a pas été désinfecté, ils se développent très bien. Autre carré, un carré désinfecté, auquel on va rajouter des nutriments, parce qu'apparemment, sans nutriments, ça ne se développe pas. Donc on rajoute des nutriments, et notamment un des nutriments qui est le plus important pour le développement des plantes, c'est le phosphore. On remarque qu'on arrive à restaurer une bonne croissance des plantes, mais qui n'est quand même pas égale à celle des plantes qui sont développées dans un sol non désinfecté. Et enfin, vous avez ici le sol désinfecté dans lequel on a inoculé un champignon. Et qu'est-ce que l'on observe? On observe, même s'il y a un effet de perspective entre les deux, que les plantes se développent très bien. Pourquoi? Parce que ces champignons, ils ne sont pas juste restés ici à l'intérieur du carré latin, ils ont été capables de se développer et d'aller chercher les nutriments qui sont présents dans le sol. Et là, juste avec cette illustration, vous voyez très bien que le champignon, il est capable largement de compenser des apports en nutriments. Alors ça, c'est une image d'épinal, elle est très jolie. Il faut savoir que tous ces champignons ne sont pas capables de faire la même chose. Mais celui qui a été utilisé là, avait cette capacité. D'accord ? Et justement, cette capacité, il faut vraiment considérer n'importe quelle plante, mis à part les brassicacées, les chénopodiacées et les scrofulariacées et polygonacées. En fait, ce sont des plantes qui sont mycorhizées. Donc, il faut toujours considérer plante mycorhize
avec le mycélium du champignon comme une extension du système racinaire, comme si c'était les dreadlocks de la plante qui allaient chercher justement ces nutriments non accessibles par le système racinaire. Et ça augmente jusqu'à 40 fois le volume de sol exploré. Alors on ne dit pas qu'à chaque fois on arrive à 40 fois, mais on peut arriver à cet optimum de 40 fois dans certaines conditions. Le deuxième service que peuvent apporter ces champignons au sol et à la plante, c'est justement la stabilité. Vous le connaissez vous très bien ici en Bourgogne. Quand vous êtes au niveau des coteaux et que ça ravine, vous connaissez des exploitations sur lesquelles vous avez 5, 10, 15 cm de sol qui ont raviné et qui ont été perdus. Pourquoi ? Parce que probablement, il y avait un souci au niveau du sol et surtout que ce sol n'a pas pu être retenu. Et en fait, ces champignons, ils sont capables de sécréter une espèce de colle, une glycoprotéine. La glycoprotéine, c'est un petit peu ce que vous avez dans la mousse de la bière. D'accord ? C'est quelque chose d'assez fin, mais qui va permettre de coller les éléments entre eux. Et donc, rien que cette colle qui est sécrétée par ce champignon va permettre d'agglomérer les particules de sol entre elles et justement d'éviter que lorsqu'il pleut trop, ça ravine. Et ça, c'est une expérience qu'on a fait au laboratoire, justement avec un cristalliseur, avec ici à gauche du sol dans lequel vous avez des plantes non mycorhizées et ici, vous avez des plantes qui sont mycorhizées. On a versé de l'eau à vitesse constante, c'est fait maison, et on a regardé un petit peu la remise en suspension de particules. Ici, dans un sol qui ne contient pas de mycorhizes, on a une remise en suspension immédiate des particules d'argile et autres limons. Ici, à droite, vous avez l'eau qui reste claire un bon moment. Alors bien sûr, là, le petit film ne dure qu'une minute. Si je reviens au bout de 5 heures, bien sûr que vous allez avoir des particules de sol qui vont passer en milieu liquide. Je ne dis pas que la mycorhize est quelque chose de magique, mais on voit clairement ici que ces champignons permettent justement d'agglomérer ces particules de sol et d'éviter qu'il y ait trop de particules qui soient libérées à l'extérieur de l'écosystème. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour vous, comme d'autres professionnels, la mycorhize peut être intéressante pour diminuer les pertes à la plantation. Et également pour améliorer directement et très rapidement la croissance d'une plante. Et qui dit amélioration très rapide de la croissance permet justement d'avoir plus de feuilles. Qui dit plus de feuilles dit plus de photosynthèse. Plus de photosynthèse, plus de sucre. Donc la plante se porte mieux. Au départ, les premiers essais d'inoculation ont été faits sur des plantes de grande culture. Vous voyez ici, par exemple, sur le maïs, avec ici à gauche des plants qui sont non mycorhizés, du moins non inoculés au départ, et donc qui seront non inoculés avec un champignon, mais mycorhizés plus tard avec les champignons du terrain. Ceux qui ont été inoculés avec une souche particulière, ils ont eu un gain de croissance, et donc il leur a permis de prendre le pas sur les autres. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que même quand vous allez apporter un champignon, quand vous allez apporter un inoculum, il va avoir un effet booster au départ, il peut avoir un effet intéressant pour la croissance immédiate de la plante, mais il faut savoir que dans beaucoup de cas, en fait, ce champignon inoculé va disparaître et va être bien sûr remplacé par les micro-organismes qui sont déjà présents dans un sol, d'accord ? Parce que même dans les sols les plus, on va dire, dégueulasses, même dans les sols les plus maltraités depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous allez toujours trouver des champignons mycorhiziens à l'intérieur. La question va être de savoir, est-ce que ces champignons mycorhiziens sont-ils intéressants pour la culture qui va être dessus, ou est-ce que ce sont juste des profiteurs ? Mais on reviendra toujours pareil à côté. Et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est intéressant depuis très longtemps ? Ça, c'est une image que j'aime bien, parce que j'ai longtemps travaillé avec cette personne, justement dans le reboisement du massif vosgien avec des douglas mycorhizés, non pas cette fois-ci avec un champignon endomycorhizien, mais avec un champignon ectomycorhizien. On allait planter des douglas, et tout simplement parce que ça permettait de limiter la perte à la plantation. Parce qu'effectivement, quand vous êtes massif vosgien, vous avez à la fois le froid, vous avez le chaud, et donc en fait on arrivait à augmenter de 30% justement la survie de ces plantes dans le massif vosgien. Donc justement le sapin de Douglas c'est celui que vous avez à Noël chez vous à la maison. Donc l'idée c'était d'avoir le moins de trous possible à l'intérieur des plantations. Donc cette méthode d'inoculation à la plantation permet justement d'améliorer le rendement des plantes. Et ici sur des plants de vigne qui ont été préparés en même temps avec un inoculum fongique et sans inoculum fongique, on voit que tout de suite on a un effet boost, un effet intéressant au départ pour le développement et la croissance des plantes. Mais toujours pareil, il faut faire très attention, parce que ce n'est pas parce qu'on va utiliser un champignon mycorhizien arbuscule que ça va être la réponse à tous les problèmes, que ça va être la réponse à tout et que tout va marcher du premier coup. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des problèmes de formulation. Des fois, les formulations ne sont pas adaptées. Il y a des problèmes d'application. Parfois, les méthodes d'application peuvent être douteuses quand elles ne sont pas inutiles. Vous avez des souches de champignons qui peuvent être intéressantes alors que d'autres ne le sont pas.
Parfois, vous avez même des pseudo-cocktails de champignons qui peuvent être mélangés entre eux et dont l'intérêt peut être très discutable. Donc, si vous prenez tous ces facteurs mis les uns au bout des autres, ce n'est pas parce que vous allez utiliser un champignon mycorhizien que ça va marcher. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Si c'est mal fait, ça ne marchera jamais. Et si le matériel au départ n'est pas de bonne qualité, ça ne marchera pas non plus. Si on regarde aussi dans certains cas, des plantes mycorhizées peuvent être intéressantes puisqu'elles peuvent permettre de séquestrer certains métaux lourds. Ça, ce sont des plantes d'un trèfle qui avaient été utilisées dans la région de Montpellier, un endroit où il y avait des mines argentifères, où effectivement il y avait des grosses pollutions au cadmium. Et le problème du cadmium, c'est que pareil, c'est lessivé. Alors, une fois que vous avez une pollution avec un métaux lourd, au cadmium ou autre, c'est complètement illusoire de se dire on va dépolluer, c'est-à-dire de retirer le sol, on va le nettoyer, on va le remettre. Ça ne marche pas. Pendant longtemps, on a dit on va faire pousser des plantes, on va récupérer les plantes, on va extraire les métaux lourds, on va les réutiliser. On s'est rendu compte que pour pouvoir dépolluer un sol juste avec des plantes, il faudrait des millions d'années. Donc en gros, une fois que le sol il est pollué, mis à part de le retirer, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est plutôt faire de la biostabilisation, c'est-à-dire qu'au lieu que les polluants qui sont dans le sol partent dans les nappes, l'idée c'est de pouvoir le séquestrer. Il est là, mais il n'est pas disponible pour les plantes. Et ces champignons ont une grande capacité, c'est qu'à l'intérieur du mycélium, à l'intérieur des ifs de ce champignon, ils vont avoir des vacuoles, c'est une espèce de gros ballons. À l'intérieur, ils vont pouvoir stocker énormément de choses. Alors bien sûr, ils stockent des choses intéressantes pour eux, ils stockent de l'azote, ils stockent du phosphore, mais ils sont également capables de stocker des métaux lourds comme le cadmium. Et si ici, vous regardez une plante non mycorhizée qu'on essaye de faire pousser dans un sol pollué au cadmium, et cette plante mycorhizée qui pousse dans les mêmes conditions avec du cadmium, celle-ci se développe quasiment de manière normale. Tout simplement parce que le champignon va séquestrer à l'intérieur de lui-même justement les composés qui peuvent être toxiques pour la plante. Alors bien sûr, vous pouvez avoir un tout petit peu de ces composés qui peuvent être transférés à la plante, mais ça reste dans des valeurs qui sont biologiquement acceptables. Et enfin, le dernier service qui peut être intéressant apporté par la mycorhize, c'est justement la modification des propriétés organoleptiques des fruits. Alors c'est quelque chose qui est principalement fait sur des petits fruits ou sur des plantes annuelles. Par exemple, chez la framboise, chez la fraise, on a observé une augmentation lorsque les plantes sont mycorhizées de la concentration de molécules antioxydantes. Les molécules antioxydantes elles sont intéressantes pour l'homme, justement pour la santé. On a remarqué également que pour la fraise, on pouvait avoir une augmentation de la quantité de fraises et que surtout si, en plus de ces champignons, on ajoutait des bactéries, on améliorait justement les propriétés organoleptiques de ces fraises, on améliorait l'appétence de ces fraises. Vous êtes tous, quand vous aimez quelque chose, vous êtes attirés par l'arôme de banane. Et en fait, le fait d'inoculer ces fraises avec ce cocktail, justement, améliorait la concentration dans cet arôme de banane, donc l'appétence pour le consommateur. Et aussi, par exemple, pour certains producteurs de pommes de terre avec lesquels on a travaillé dans le nord de la France, on avait travaillé sur 3 cultivars de pommes de terre et ces 3 cultivars avaient été inoculés avec un champignon. L'idée était de savoir si pour le paysan, ça pouvait être intéressant en termes de rendement final, de rendement à la fois de pommes de terre, mais également de rendement dans son porte-monnaie. Et en fait, qu'est-ce qu'on avait observé? On avait observé que pour des variétés dans 2 champs séparés, l'inoculation ne servait strictement à rien. Donc effectivement, à ce moment-là, si vous achetez de l'inoculum, c'est une perte sèche, d'accord, puisque l'inoculum ne sert strictement à rien. Par contre, on avait observé que pour une variété, on avait une augmentation largement significative à la fois du rendement, mais à la fois une modification des calibres. Il faut savoir que pour la pomme de terre, plus vous avez des calibres élevés, plus votre prix de la pomme de terre va être élevé. Et en fait, on avait moins de petits calibres et beaucoup plus de gros calibres. Donc en plus, à la fois, on avait un meilleur rendement et aussi des pommes de terre de meilleure valeur marchande. Donc en fait, on avait calculé que pour ces champs, on avait une valeur ajoutée de 2 000 € à l'hectare. Donc ça veut dire que pour un investissement qui était de l'ordre de 100 €, on récupérait plus de 2 000 €. Donc à ce moment-là, c'était extrêmement rentable pour l'agriculteur. La question va être de savoir, ici, on est sur des plantes qui sont des plantes annuelles. Qu'est-ce qui se passe pour les plantes pérennes? Parce que c'est aussi votre sujet à vous. On sait effectivement que ces
ces champignons mycorhiziens donc, vont améliorer les différents composés qui peuvent être présents à l'intérieur des fruits. Mais c'est vrai que sur la baie de raisin, pour le moment, on est incapable de savoir effectivement quel est l'impact entre la symbiose mycorhizienne à arbuscule et justement la qualité du fruit à la fin. Pourquoi ? Parce que quand vous allez utiliser des plants au départ qui vont être inoculés, entre le moment où vous allez faire votre plantation et le moment où vous allez avoir vos premières récoltes, 3 ans, 4 ans ou 5 ans plus tard en fonction, on peut imaginer que le champignon qui a été utilisé au départ au moment de la plantation a disparu et a été supplanté par les champignons qui sont autochtones. D'accord ? Donc la question n'est pas de savoir si le champignon que l'on va apporter au départ va permettre d'améliorer les propriétés organoleptiques du fruit 5 ans plus tard. La question est plutôt de savoir comment les champignons qu'on va apporter au début vont permettre de fortifier le plant, de permettre un meilleur justement, au niveau de la plantation, un meilleur, les plants qui vont survivre à la plantation et comment justement en améliorant cette vigueur, on va pouvoir par la suite essayer au mieux de gérer. Donc à la fois le moment de la plantation qui va être augmenter le nombre de plants qui vont survivre dans un parcellaire et dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on va gérer les champignons qui sont autochtones, c'est-à-dire plus l'itinéraire technique qui est derrière. Donc c'est comme ça qu'on va essayer de jouer sur cette symbiose mycorhizienne à arbuscule. Donc il y a deux choses qui vont nous intéresser particulièrement sur la gestion de cette symbiose mycorhizienne à arbuscule. C'est à la fois le choix du matériel végétal, mais également l'itinéraire technique. Alors si on commence par l'itinéraire technique et qu'on regarde un petit peu au départ, donc on prend 2 vignes, une qui va être désherbée mécaniquement et l'autre qui va être enherbée, et que l'on regarde un petit peu la diversité des espèces qui sont présentes à l'intérieur. Alors à l'intérieur des racines. Toujours pareil, les noms importent peu, mais qu'est-ce que vous observez ? Vous observez qu'en fonction du traitement qui va être fait, de l'itinéraire qui va être appliqué au vignoble, on se rend compte que la diversité des champignons va être différente. Alors pour le moment, je ne peux pas savoir, je ne peux pas vous dire si c'est mieux ou si c'est moins bien. La seule chose qu'on peut voir, c'est que dans un cas, vous avez beaucoup de rouge, dans un cas, vous avez beaucoup de vert. La question va être de savoir à quoi servent ces champignons qui sont rouges et quels sont ces champignons qui sont verts. Mais quoi qu'il en soit, l'itinéraire technique va avoir un impact sur les champignons qui vont être présents à l'intérieur des racines. Et il faut aussi savoir, et c'est ce qu'on disait au départ, vous avez dans le sol, vous avez toute une kyrielle de micro-organismes, puisque le sol, c'est le réservoir de tous ces micro-organismes, et que la plante à l'intérieur, elle va les piocher à l'intérieur de ces micro-organismes. Donc si déjà au départ, vous limitez le stock de champignons qui vont être présents à l'intérieur du sol, vous allez limiter la capacité de la plante à aller en chercher, puisque si un champignon n'existe pas, ce n'est pas la plante qui va pouvoir le faire apparaître. Donc toujours pareil, un des principes, on va dire de base, mais que ce soit en viticulture, mais en agriculture conventionnelle, c'est exactement pareil. C'est comment ici maximiser la biodiversité, optimiser la biodiversité. Alors c'est pas parce qu'il y en a plus que c'est mieux. Attention, c'est toujours le même problème ça. Biodiversité ne veut pas forcément dire qu'on a plus, parce que si vous prenez les micro-organismes, les macro-organismes, il y a toujours de la compétition entre les organismes. La question n'est pas de savoir si vous en avez plus, la question est de savoir si les fonctions qui sont importantes pour que votre écosystème tourne sont présentes. Si vous avez des fonctions qui sont absentes, votre écosystème ne tournera pas. Donc en fait, la question va être de savoir, est-ce que les micro-organismes dont vous avez besoin dans votre sol sont présents, justement pour que votre cycle de matière organique, votre cycle des nutriments soit fait. Et c'est plus comme ça qu'il faut comprendre la biodiversité, plutôt que de dire il faut de la biodiversité pour de la biodiversité. Là, je vais passer relativement rapidement parce que ce sont les résultats de thèse de Pierre-Antoine et c'est juste pour vous faire comprendre très rapidement justement l'influence à la fois du porte-greffe et l'influence du greffon, de la variété. Vous avez ici le réservoir, ici vous avez une colonne ici qui correspond à ce que vous avez comme champignons mycorhiziens arbuscules présents dans le sol. Et à côté, ce sont différents porte-greffes. Et on est allé regarder justement dans ces différents porte-greffes qui ont poussé, qui sont développés au même endroit, quels étaient les champignons qui allaient coloniser les racines. Et visuellement, sans vous expliquer à quoi correspond chacune des couleurs, vous observez clairement que les couleurs changent et que la proportion de chacune des couleurs change. Donc ça veut dire que en fonction du matériel végétal, déjà du porte-greffe que vous allez utiliser, vous allez sélectionner plus ou moins certaines variétés de champignons. D'accord ? Sauf que vous, par exemple, en Bourgogne, vous ne travaillez pas sur des francs de pied, vous travaillez sur des greffés soudés. Donc par-dessus, qu'est-ce qui se passe ? On rajoute de la complexité, c'est-à-dire que sur le porte-greffe, on va rajouter le greffon.
Et pareil, on se pose la question de savoir mais en quoi le greffon va modifier, puisqu'il est quand même relativement loin de la racine. Et en fait, vous avez exactement la même image, c'est-à-dire que vous avez le greffon qui va lui aussi participer à la modification, à la modulation des champignons qui vont être présents au niveau du système racinaire. D'accord ? Pourquoi ? C'est ce que je vous disais au départ, n'oubliez pas qu'une plante, c'est une usine à photosynthèse. Donc ça veut dire que votre greffon, qui a son génome particulier, eh ben, il va produire des sucres, il va produire des molécules organiques, il va produire des acides aminés qui peuvent être en proportion ou en qualité différentes. Donc ça veut dire que cette qualité qui va être apportée par le greffon, elle va être transmise au porte-greffe et une partie va être exudée. Donc toujours pareil, pensez que sur une plante, même si elle est complexe, la partie aérienne va avoir une grosse influence sur la partie souterraine. Quelque chose aussi qui est intéressant et que je voulais faire ressortir ici, c'est la différence que l'on peut avoir à travailler sur une racine d'une plante, que ce soit la vigne ou une autre, ou de travailler sur le sol. Vous avez ici la diversité des champignons qui a été étudiée dans un sol qui était en Champagne sur des vignes dont l'itinéraire technique n'a pas changé depuis 120 ans. C'est des vignes qui sont travaillées avec un cheval. Donc les enfants, les petits-enfants, les grands-parents ont toujours travaillé comme ça depuis 120 ans. On a regardé la diversité dans le sol de chez Champignons lors de deux événements différents, en 2020 et en 2022. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe que d'une année à l'autre, vous avez les barres, vous avez les couleurs qui changent. Donc, si vous regardez, vous vous dites « Waouh, il y a quand même une sacrée différence d'une année à l'autre ». Et probablement, si j'étais venu en 2021 et si on revient en 2024 cet été ou en 2025, on n'aura pas les mêmes champignons. Par contre, si on regarde au niveau des racines, on se place en 2000, en 2020, qu'on soit sur des vignes qui soient jeunes, qui soient un peu moins jeunes et des vignes très âgées, on remarque justement que ce qu'on appelle le profil, les champignons qui vont être associés aux racines bougent peu. Donc en fait, on se rend compte que le réservoir sol, lorsque les gens veulent travailler sur le réservoir sol, on va avoir une énorme diversité, une énorme disparité des données. Pourquoi ? Parce que quand vous allez travailler sur le réservoir sol, vous ne savez jamais si l'organisme que vous allez pouvoir identifier, est-ce que cet organisme il est vivant ou est-ce qu'il est mort ? Déjà, c'est la première chose, puisque vous avez de l'ADN qui peut être rémanent dans les sols. C'est comme ça qu'on arrive dans les Gold Cases à retrouver des meurtriers à 25 ans ou 30 ans plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout qu'en fait, ça va dépendre de la saison. Si vous venez au printemps, à l'été, à l'automne et en hiver, en fonction des conditions pédoclimatiques, vous allez pouvoir changer justement cette diversité présente dans le sol. Donc venir chercher de la diversité dans un sol en venant faire un prélèvement par an presque au doigt mouillé, c'est quasiment illusoire pour vous expliquer ce que vous avez à l'intérieur. Par contre, de travailler sur des racines, qu'on soit sur du maïs, qu'on soit sur du blé, sur de la vigne ou sur n'importe quel organisme, l'avantage c'est qu'on travaille sur un organe qui est en fonctionnement. Donc si l'organe est en fonctionnement, les champignons qui sont à l'intérieur, ce sont ceux qui sont en train de travailler avec la plante. On ne sait pas s'ils travaillent de manière bénéfique, neutre ou mal avec la plante, mais au moins ils sont là, d'accord ? Donc c'est aussi l'intérêt de pouvoir travailler sur les racines, on est sûr que ces champignons, ils sont en interaction fonctionnelle, ils sont vivants avec la racine, puisque même si on travaille sur une plante pérenne, qui est la vigne, tous les ans, elle va refaire des nouvelles racines. Et en fait, on travaille sur les racines qui sont néoformées. Donc en fait, on travaille sur la partie annuelle d'une plante pérenne, d'accord ? Donc c'est ça aussi qui est intéressant, on travaille vraiment sur la partie qui est en vie au moment T du prélèvement. Donc effectivement, je viens de vous montrer qu'il y avait un effet du greffon, il y avait un effet du porte-greffe, il y avait un effet de l'âge. Donc on pourrait faire ça dans n'importe quelle condition, on va faire un catalogue, c'est sympa, mais quel est l'intérêt ? Ça n'a strictement aucun intérêt. Il y a un moment donné de dire il y en a plus, il y en a moins, parce que ça ne vous apporte aucune information. En fait, la question qui va être derrière, c'est pourquoi est-ce que l'on a des espèces qui peuvent être majoritaires ? Pourquoi est-ce qu'on a des espèces minoritaires ? Ce n'est pas forcément parce que cette espèce est majoritaire qu'elle est forcément plus intéressante. Celle peut-être qui est minoritaire ici va apporter quelque chose. Donc en fait, l'idée derrière, c'est de faire des isolements de souches pour essayer de comprendre à quoi sert chacune de ces souches et justement d'aller vers la fonction de ces champignons et d'arrêter tout le temps de vouloir faire des catalogues pour des catalogues, de faire des corrélations pour des corrélations, parce que derrière, on est incapable d'expliquer le fondement du problème. Et donc tout à l'heure, je vous parlais justement des exudats racinaires. Alors on n'est pas sur la vigne parce que ça n'a pas été fait, mais si on regarde par exemple deux plantes différentes qui ont poussé dans un sol et qu'on regarde certaines molécules qui peuvent être sécrétées justement par ces plantes, et bien vous observez qu'on soit un lin ou une tomate,
eh ben, les quantités et les types de molécules qui peuvent être sécrétées sont différentes. Et si je prenais différentes tomates, ces pourcentages seraient différents. Parce que vous avez de la diversité, vous avez de la variabilité à la fois entre les espèces de plantes, mais également à l'intérieur d'une même espèce de plante. Et aussi parce que vous avez des molécules qui peuvent être échangées entre la plante et les micro-organismes. Et ces molécules de signalisation sont également changeantes d'une plante à l'autre. Donc si vous prenez à la fois en compte les molécules qui sont impliquées dans la nutrition et dans l'interaction entre la plante et les micro-organismes, vous remarquez que ce que vous allez recruter dans un sol est extrêmement dépendant du matériel végétal que vous allez avoir par-dessus. Pour savoir chez la vigne, c'est ce qu'on est en train de travailler dessus, mais pour le moment, on n'a pas trop d'informations. Pour revenir sur la vigne, on a essayé de se focaliser, on ne peut pas travailler sur tous les porte-greffes et tous les assemblages porte-greffes variétés qui existent. Donc on a décidé de se focaliser sur certains porte-greffes avec l'idée d'essayer de comprendre un petit peu plus le fonctionnement de ces champignons associés aux plantes. Et on a remarqué que lorsque l'on associe, alors ici à gauche, c'est pas un plan de vigne, c'est sur une plante d'intérêt agronomique qui est le sorgho. On a associé le sorgho avec 2 champignons différents et on a regardé justement quelle était la capacité de ce champignon à réagir en fonction de la quantité en azote et en phosphore qui était disponible dans les sols. D'accord ? En fait, on a remarqué que justement, ces 2 champignons ne fonctionnaient pas du tout de manière similaire. En fait, on a remarqué qu'on avait un champignon qui est ici en bleu, qui fonctionnait très bien sur des concentrations qui étaient très élevées. Par contre, le champignon ici, qui était en jaune, était beaucoup plus efficace pour la nutrition phosphatée lorsque ceci était en bien moins grande quantité dans un sol. Donc déjà, lorsque l'on regarde 2 champignons différents, on voit que leur capacité à aller chercher des nutriments est différente. Donc ça, notre idée, c'est d'aller voir un petit peu justement quelles peuvent être les meilleures associations entre la vigne et certains champignons mycorhiziens. Après, la deuxième question va être de savoir, est-ce que ces champignons présents dans les racines, est-ce qu'ils sont présents de manière fugace, un petit peu, beaucoup, passionnément au sein des racines, et surtout comment ils sont répartis. Et donc on a été capable au laboratoire de mettre en place une méthode qui permet de transpariser les racines, c'est-à-dire en gros de vider la racine de tous ses contenus cellulaires, mais pour autant on garde tous les micro-organismes qui sont à l'intérieur. Donc en fait, vous voyez ici en vert justement comment le champignon s'organise à l'intérieur de la racine. Est-ce qu'il est présent partout ou est-ce qu'il est présent juste à certains endroits? Et donc l'idée va être de savoir, lorsque l'on a un champignon, 2 champignons, 3 champignons, comment est-ce que ces champignons s'organisent à l'intérieur d'une racine? Et surtout, est-ce que ces champignons, une fois que l'on sait comment ils sont organisés, qu'est-ce qu'ils vont apporter à la plante? Est-ce que certains vont être plutôt spécialisés dans la santé des plantes, d'autres dans la nutrition des plantes? Et dans la nutrition, est-ce que ça va être pour l'azote, pour le phosphore, pour le potassium? Et c'est justement ça qui nous intéresse. L'autre chose qui nous intéresse, c'est aussi d'essayer de trouver des marqueurs justement du fonctionnement de cette symbiose. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un champignon en interaction avec la plante que vous allez forcément avoir une symbiose mutualiste à bénéfice réciproque. On n'a pas forcément un bénéfice réciproque. Donc l'idée derrière est de savoir, est-ce que ces symbioses qui existent, est-ce qu'elles sont optimum ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Justement, au sein du laboratoire, on a un petit jeune loup là, qui est présent dans l'assistance et dont un des objectifs de son travail va être justement de trouver des marqueurs fonctionnels du fonctionnement de cette mycorhize, justement pour savoir si, lorsque vous avez votre plante qui est au champ, lorsque vous avez votre vignoble, votre vigne au vignoble, est-ce que justement les symbioses qui sont là, est-ce qu'elles sont en fonctionnement optimum ou quels sont les paramètres que l'on pourrait modifier justement pour maximiser les effets de cette symbiose? Voilà. Et enfin, on travaille aussi sur d'autres composés qui sont les métabolites qui peuvent être accumulés ou pas et qui peuvent justement être intéressants comme marqueurs du fonctionnement de cette symbiose. Et donc je reviens pour finir, je reviens sur ces interactions entre les plantes. Les itinéraires techniques. Donc je vous disais que les plantes étaient des usines à photosynthèse. Donc vous avez les vignes qui en sont des belles, mais vous avez toutes les plantes de couvert. Donc toutes ces plantes sont capables de faire du sucre. Le sucre, là, avec les barres vertes, en fait, il est injecté à l'intérieur du réseau mycélien. Il n'est pas juste stocké à l'intérieur de ce réseau. En fait, vous avez des mouvements à l'intérieur de ce réseau mycélien. Vous allez avoir des échanges de nutriments qui vont se faire entre les plantes. Donc vous avez à la fois du carbone qui peut partir de cette plante et aller vers celle-là. Cette plante-là peut aller récupérer de l'azote dans le sol et le transférer à la vigne.
Donc en fait, il faut considérer ce réseau mycélien comme une espèce de système d'échange au sein duquel vous pouvez avoir des éléments nutritifs, des molécules impliquées dans la signalisation qui peuvent être échangées. Alors ça, vous l'avez beaucoup entendu parler à la télévision avec von Lebe qui a parlé de ce qui peut se passer au niveau forestier. Il faut quand même savoir qu'actuellement, je veux dire que si on prend tous les papiers qui existent sur les communications plante-plante via des champignons mycorhiziens, avec 15 doigts, vous avez toutes les publications qui existent ces 25 dernières années. Donc toujours pareil, on en est au balbutiement. Mais de dire qu'actuellement, on est capable de médier justement ces champignons mycorhiziens pour la croissance des plantes, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas pousser grand-mère dans les orties. Il faut juste être un petit peu plus humble et justement voir comment on peut utiliser ces champignons mycorhiziens au mieux pour justement maximiser ces échanges. D'accord ? Mais pour l'instant, on en est quand même encore relativement loin sur la compréhension finale de comment ça marche. Et pourquoi c'est intéressant de comprendre comment fonctionnent ces réseaux mycorhiziens? Là, ce n'est pas avec de la vigne, hein, c'est avec deux plantes que sont le lin et le sorgho qui peuvent être reliés au niveau des racines par un champignon A ou un champignon B. Et qu'est-ce que l'on observe en termes de quantité de carbone qui peuvent être injectées dans le réseau? Ici, en vert, vous observez que le sorgho va injecter beaucoup de carbone alors que le lin en injecte peu. Si on est avec l'autre champignon, c'est pareil. Les deux plantes vont injecter la même quantité de carbone. Okay, donc là, on se dit qu'il y en a une qui est favorisée par rapport à l'autre. Et par contre, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle le retour sur investissement, c'est-à-dire ce que vont récupérer chacune des deux plantes en termes d'éléments, que ce soit l'azote ou le phosphore, on remarque ici le lin va récupérer énormément de nutriments et le sorgho pas beaucoup, alors que là, lorsqu'on change de champignon, on se rend compte que c'est beaucoup plus équilibré. Donc là, toujours pareil, on se retrouve à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on va avoir une symbiose mutualiste qu'on a forcément des échanges qui sont équitables. On a souvent des échanges qui sont inéquitables. Ce n'est pas forcément grave d'avoir des échanges inéquitables. La question va être de savoir, est-ce que c'est problématique pour cette plante? Si ici le sorgho va donner beaucoup de carbone, mais qu'au bout du compte, il va faire de la biomasse pour les bovins et qu'il va faire du grain en quantité et en qualité suffisante, ce n'est pas un problème, on s'en moque. La question va être de savoir, est-ce que justement c'est problématique pour cette plante? Est-ce que c'est problématique pour l'autre? D'où l'intérêt, effectivement, d'essayer de comprendre justement les mécanismes qui sont derrière et d'essayer de voir quelles sont les meilleures associations pour que, justement, on essaye de promouvoir les champignons qui permettent les croissances des plantes qui sont présentes dans la culture présente. Et dans le cas de la vigne, la question va être de savoir comment promouvoir les champignons qui sont les plus intéressants, justement, pour la croissance et également pour la santé de la vigne. Et il est certain que, justement, tout ce qui est itinéraire technique va avoir un rôle prépondérant. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Il faut savoir que la symbiose mycorhizienne arbuscule, ce n'est pas toujours vert. C'est lorsque vous êtes toujours avec quelqu'un, ce n'est pas toujours vert tous les matins. Ça peut être un peu vert, ça peut être orangé, ça peut être rouge. Mais ça peut être rouge et vous pouvez toujours, même si vous êtes en rouge, vous pouvez rester avec ce partenaire. Donc c'est exactement pareil entre un champignon et une plante. Vous pouvez être en rouge, mais pour autant, ils vivent ensemble parce qu'ils ont les clés pour vivre ensemble. Et pourtant, ce n'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre. Donc après, la question va être de savoir comment est-ce qu'on maximise justement ces interactions qui permettent un bénéfice maximum pour la plante. Et donc effectivement, le lien va être de savoir comment est-ce que ces champignons peuvent faire le lien entre la disponibilité et l'accessibilité des nutriments qui sont présents dans le sol, les besoins de la plante, parce que toujours pareil, ce n'est pas parce que vous allez rajouter 10 unités d'azote, de phosphore, de tout ce que vous voulez, s'il y en a suffisamment dans le sol, mais que la plante ne peut pas aller les chercher, ça ne sert à rien d'en rajouter. L'idée, c'est d'aller piocher sur ce qu'il y a directement dans le sol, soit sous forme minérale, soit sous forme organique, en travaillant sur le couvert végétal qui peut permettre justement un retour de la matière organique qui sera minéralisée et donc disponible dans un second temps pour la plante. Donc justement, la question va être de savoir quels sont les besoins de la plante. Et par exemple, si on prend les baies, ça peut être quels sont les besoins en azote pour avoir une bonne vinification. Et justement, faire le chemin inverse, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai exactement dans mon sol. Est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose, oui ou non? Ou comment est-ce que je peux faire justement pour maximiser ma disponibilité, mon accessibilité en nutriments dans un sol? Et c'est plutôt comme ça qu'il faut voir comment utiliser, comment manager au mieux cette symbiose mycorhizienne. Effectivement, si on essaye de faire une synthèse un petit peu de comment essayer
de répondre au mieux et d'utiliser au mieux les services que peuvent apporter cette symbiose mycorhizienne arbuscule, en fait, il faut prendre énormément de paramètres en compte. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de trivial. Et en fait, il faut prendre énormément de facteurs. On a vu que la variété impacte énormément, le porte-greffe, que la diversité des plantes que vous allez mettre dans votre couvert est importante. Si par exemple, purement spéculatif, hein, si vous mettiez un couvert 100% colza ou 100% de moutarde entre vos pieds de vigne qui ne font pas de mycorhizes, eh ben, ça va avoir aucune utilité pour les mycorhizes, d'accord ? Donc le choix des plantes est vraiment crucial justement pour travailler sur les services apportés. Il faut travailler également sur les interactions entre les micro-organismes. Le sol, le climat et également les itinéraires techniques vont avoir une importance prépondérante justement pour maximiser ces services. Alors toujours pareil, hein, moi je travaille sur ce sujet depuis pas mal d'années, à la fois sur la symbiose ectomycorhizienne, mais aussi symbiose mycorhizienne arbuscule. L'idée est de comprendre comment ça marche, mais aussi on connaît les limites du système. C'est-à-dire qu'on sait actuellement très peu de choses sur comment ça fonctionne. On sait beaucoup de choses avec l'ADN, sur qui est là, mais sur le fonctionnement réel des micro-organismes, on ne sait pas grand-chose. Et justement, c'est vers là que nous, on essaye d'aller. Et ma collègue Sophie Trouvelot de l'Université de Bourgogne, de l'IVV, qui est ici dans l'assistance avec qui je travaille, on a l'habitude de travailler ensemble justement sur ces problèmes liés à l'holobion de vigne, et plus précisément au niveau du microbiote. Et justement, est-ce qu'il y aurait un lien entre des dérèglements du microbiote, que ce soit au niveau racinaire, mais également au niveau aérien, avec certains dépérissements, puisqu'on a eu la chance de pouvoir travailler sur différents dépérissements qui sont liés à un porte-greffe, comme le 161-49C, mais également sur des dépérissements liés au Botrytis feriacea ou par exemple au cournouet. Et donc l'idée, c'est de comprendre justement si les ceps de vigne, est-ce que c'est un problème qui est purement physiologique ou est-ce que c'est un problème qui peut être justement lié à des dérèglements liés au microbiote associé à la vigne? Je vais essayer d'être très efficace. Comme l'a rappelé Pierre-Emmanuel, effectivement, finalement, cet holobionte, en fait, il est impacté par beaucoup de facteurs. En majorité, en fait, toute la partie en fait, type de sol, conditions pédoclimatiques, les itinéraires techniques, la diversité intraparcellaire et puis, bien évidemment, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être la partie de la diversité génétique. Alors, tous les travaux que j'ai menés pendant ma thèse et même après, en fait, s'intéressent un peu aussi à classifier un peu ces facteurs majoritaires, ces facteurs majeurs et ces facteurs mineurs. Et nous, on va s'intéresser à la partie, justement, au sein du geste, sur la partie diversité génétique. Donc, en fait, la particularité de la vigne, c'est là où je vais aller hyper vite, c'est qu'en fait, effectivement, avant le 19e siècle, en fait, on travaillait essentiellement uniquement avec des cépages qui étaient plantés en franc de pied, jusqu'à l'apparition en fait, de la crise phylloxérique. Et à partir de ça, en fait, pour résoudre le problème, on est passé en culture en hétérogreffe, avec là, la cohabitation en fait, entre le greffon et le porte-greffe. Et tout ça, en fait, cet assemblage greffon-porte-greffe, en fait, il dépend, et quand vous les choisissez, vous, dans vos vignobles, en fait, il dépend des facteurs, justement, que j'ai présentés juste avant. Donc là, on va retrouver également la matière organique, le sol, qui a son importance dans l'adaptation et dans l'enracinement du porte-greffe, et dans son adaptation aux conditions pédologiques. Et puis, effectivement, le cépage, là, c'est plutôt par rapport à votre objectif de production et de vinification. La question qu'on s'est posée au sein du geste, c'est finalement de savoir quelle était la part en fait, de cette diversité génétique. Dans la composition de la communauté fongique et des communautés fongiques, on verra qu'il y a plusieurs communautés, et qui sont essentiellement associées aux racines. Comme Pierre-Emmanuel l'a dit, en fait, le sol, c'est le réservoir microbiologique de base, mais effectivement, la vigne va avoir un aspect plutôt de sélection de ces communautés-là. Je vous représente rapidement le site expérimental du conservatoire. Comme l'a dit Aline, il est situé au Mont Batois, proche de la montagne de Beaune, si je ne m'abuse, entre Beaune et Savigny, c'est ça ? Et puis, donc ça regroupe du coup deux collections, une collection de porte-greffe et une collection de cépages, qui ont été initialement plantés en 2016, qui ont été additionnés au fur et à mesure depuis par d'autres assemblages, d'autres cépages et d'autres porte-greffes, avec un objectif d'adaptation, de sélection de caractère en lien avec l'adaptation des plantes aux contraintes environnementales, et notamment le changement climatique qui a lieu effectivement partout en France et partout dans le monde. La collection de porte-greffes est composée de 17 porte-greffes, dont vous avez les noms ici juste à droite, avec son organisation aussi au sein de la collection. Et puis, il y a une sélection aussi alors Aline disait 45 cépages, 45 assemblages, nous on s'est focalisé sur 39.
39 qui étaient disponibles, de croissance identique avec une physiologie identique. Et puis, les types d'assemblage, on a le 5C Teleki en porte-greffe avec des assemblages avec des cépages différents. Le porte-greffe Fercal avec trois assemblages, le SO4 qui va être assemblé avec 21 cépages. Voilà maintenant comment se représentent sur la parcelle du conservatoire les différentes collections, les collections de porte-greffe à gauche et les collections de cépages à droite. Alors les acronymes, c'est moi qui les ai faits. Vous retrouverez du coup différents assemblages. Le conservatoire, en fait, il est organisé avec différents îlots. Alors il y a un 4e îlot qu'on n'a pas étudié, d'où aussi la différence entre les 45 et les 39. Le premier îlot qui, lui, va se concentrer en fait sur des cépages qui sont plutôt liés aux noiriens, donc toutes les dérivés génétiques du pinot et du gamay, qui sont originaires de Bourgogne. L'îlot 2, les cépages des Gouais et des Tresseaux, donc là c'est des assemblages aussi, c'est des croisements avec, comme on le voit pour le Tresseau, issus du pinot et du gamay. Et puis l'îlot 3 qui est plutôt un îlot un peu hybride, puisqu'en fait c'est des regroupements de cépages croisés entre des cépages bourguignons et des cépages extérieurs. Et on retrouvera notamment en GW tout en bas à gauche, le Gewürztraminer, qui sont utilisés aussi dans d'autres vignobles. Voilà. Donc après, on a effectivement tous les dérivés génétiques. On le voit en haut à droite. Vous avez le PN pour le pinot noir, pinot gris, pinot blanc, etc. Et puis pareil pour les gamay, gamay noir, gamay précoce. Voilà. Je ne vous fais pas la liste, on va aller vite. Finalement, la méthode qu'on a fait, alors oui, on a dû faire un catalogue, Pierre-Emmanuel. Tu as travaillé avec moi dessus, donc on a dû faire le catalogue. On est passé par nécessairement des prélèvements de racines et des prélèvements de sol pour pouvoir identifier à la fois le réservoir du sol et à la fois ce qui interagissait réellement au niveau des racines de vigne. Pour ça, c'est simple, on va prélever des racines et du sol, pardon. Et puis on va extraire les ADN totaux, donc à la fois les ADN de la plante et également les ADN des micro-organismes. Sans rappeler de mauvais souvenirs, on va passer par un test PCR. Donc là, effectivement, ça nous rappelle tous le Covid, mais effectivement, c'était le même principe, c'est-à-dire qu'on a des marqueurs sur l'ADN qui sont suffisamment spécifiques des micro-organismes qui nous permettent d'identifier en fait chaque genre, chaque espèce, en fonction de la précision qu'on a sur les marqueurs. Donc on a des marqueurs spécifiques pour les champignons totaux, donc là, ils vont plus trop être spécifiques, ils vont plutôt être larges. Et puis on va avoir des marqueurs très spécifiques des champignons mycorhiziens, parce que là, on a une petite problématique, c'est que là, justement, dans le sol, ils sont en très très faible quantité et dans les racines encore moins. On séquence ces fragments d'ADN et finalement, le traitement bioinformatique du séquençage nous permet en fait d'identifier ces micro-organismes et de les quantifier les uns par rapport aux autres. On les représente souvent sous forme de carte de chaleur, mais on les représente après sous d'autres formats. Notre première question, c'était finalement de savoir l'impact de l'identité génétique du porte-greffe sur la diversité microbienne. Donc là, on fait un focus uniquement sur le porte-greffe. Alors, c'est des graphes qui peuvent paraître un petit peu complexes, mais vous allez voir que c'est relativement simple. En fait, sur la partie de gauche, vous allez avoir les indices de biodiversité, qui sont des indices qu'on dit alpha, qui sont des indices finalement assez simples, qui nous permettent d'avoir une bonne représentation, on va dire, plutôt simplifiée de la diversité. Et un des éléments qu'on voit juste de prime abord, en fait, c'est que cette diversité dans les racines en bleu va être beaucoup plus réduite que dans le compartiment du sol. Donc on a bien cet effet en fait, de réservoir microbien de la part du sol et la vigne qui va venir sélectionner cette diversité ou la diversité qu'elle souhaite. Là-dessus, on n'est vraiment que sur les communautés fongiques dans leur ensemble. On verra qu'elles sont aussi totalement différentes. Lorsqu'on représente sous forme du graphique de droite, qui représente en fait la diversité en tenant compte cette fois-ci de l'abondance et de la répartition des espèces au sein des échantillons, là on s'aperçoit qu'effectivement on a les compartiments du sol en orange, qui vont être en fait les échantillons de sol, et puis au fur et à mesure on va se décaler, et tout cela sont des échantillons de racines des différents porte-greffes. Et on voit que là déjà on a deux groupes, va avoir le groupe violet qui vont correspondre en fait au graphe SAC, et 3 autres porte-greffes, et puis la majorité des porte-greffes vont plutôt s'éloigner au fur et à mesure. Donc on a bien une identification des 3 clusters. Maintenant, si on s'intéresse vraiment aux espèces qui sont présentes, aux familles en l'occurrence, puisque la précision ne nous permet pas d'aller plus loin, mais elle nous donne déjà un bon aperçu en fait, de la diversité. On va retrouver en fait bien notre distinction des différents groupes d'échantillons. On va retrouver le sol qui va être tout à gauche. Les
le cluster violet que je vous montrais tout à l'heure qui correspond à ces 4 porte-greffes. Et en fait, on va avoir un peu cette différence qui va être notoire sur les Nectriacées et d'autres groupes, mais la diversité va vraiment être différente par rapport au cluster précédent. Et puis ce qui nous a surpris en regardant ça, c'est qu'effectivement, même si vous ne connaissez pas le terme Nectriacées, la famille des Nectriacées, vous reconnaissez sûrement les genres qui sont à l'intérieur, puisque en fait, à l'intérieur, on va retrouver notamment les Botryospheriacées, que vous connaissez parce qu'ils sont responsables notamment des maladies du bois de la vigne. Et en fait, là-dessus, on s'est dit, mais c'est quand même étonnant parce qu'on a une très grande proportion de pathogènes ou de saprotrophes qui vont avoir comme conséquence de développer des maladies chez la vigne, et pourtant, en fait, on n'a pas d'expression de symptômes. Donc ça, c'est aussi une question qu'on a travaillé avec Sophie et avec Pierre-Emmanuel. Et justement, en fait, l'autre point, c'est quand on s'est intéressé en fait aux autres familles, vous retrouvez notamment les Bionectriacées qui sont en vert juste ici. Et en fait, dans certains porte-greffes, on a une présence très très importante de ces Bionectriacées qui, eux, en fait, dans des études à part, ont montré des activités plutôt antagonistes. Et donc là, on a peut-être des premières pistes de mise en évidence d'un équilibre de microbiote racinaire ou de plusieurs microbiotes racinaires qui vont être dépendants probablement du fond génétique de ces porte-greffes. Cette fois-ci, si je m'intéresse aux communautés symbiotiques, vous l'avez vu probablement ici, enfin vous ne l'avez pas vu, mais je vous le dis quand même. Mais en fait, là-dedans, vous retrouvez dans les principales familles, vous ne retrouvez pas la famille des champignons mycorhiziens arbuscules, aussi bien dans les racines que dans le sol. Et c'est bien normal parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence, elles sont en plus petite quantité, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas la même fonction, qu'elles n'ont pas de fonction ou qu'elles n'ont pas d'effet sur la plante. Nous, ce qu'on voit en tout cas quand on identifie les communautés symbiotiques, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence entre la diversité du point de vue de la diversité alpha, puisqu'on est sur les mêmes niveaux de diversité. Donc ça veut dire probablement que par rapport au réservoir du sol, la vigne elle est en capacité de recruter quasiment toutes les espèces. Maintenant, est-ce qu'elles sont abondantes de la même manière? Peut-être pas. De la même manière, sur la diversité bêta, donc là, quand on prend l'abondance et la diversité des échantillons, là, on retrouve bien nos échantillons de sol qui sont bien à part de la plupart des porte-greffes qui sont situés là. Donc on a bien cet effet de sélection. Et effectivement, c'est un des graphiques qu'a montré Pierre-Emmanuel, c'est que là, effectivement, on a un gradient d'abondance différent qu'on va retrouver entre des échantillons qui vont contenir beaucoup plus de cette espèce-là en bleu, en bleu clair, et puis d'autres qui vont se décaler, comme le sol par exemple, qui vont contenir beaucoup plus d'espèces en bleu foncé. Je ne rentre pas dans les détails des espèces, mais effectivement, on a peut-être cette adaptation de la communauté symbiotique en fonction de la physiologie du porte-greffe, puisqu'effectivement, tous les porte-greffes ne sont pas différents. Là, on est en culture franc de pied, donc ils produisent des photosynthétas différents. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas quantifiées, mais qu'on recherche encore dans d'autres études avec Pierre-Emmanuel. Et effectivement, là, on a un premier effet de ce porte-greffe. Si maintenant, on travaille vraiment sur du côté très technique, ce que vous avez au vignoble, donc des assemblages cépages porte-greffe, donc la deuxième partie de la collection. Je reprends toujours mes mêmes indices. En orange, vous avez le sol. En bleu, vous avez les rootstocks, les porte-greffes qu'on a étudiés. Et du coup, il n'y a que le 5C et le SO4 comme porte-greffe qu'on a focalisé. On ne s'est pas préoccupé des autres puisqu'il n'y avait pas d'autres assemblages. Et puis, au niveau des cépages, par contre, on se retrouve avec une diminution encore plus forte de cette diversité. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le cépage détruit complètement la diversité au niveau des racines? Non. En fait, on suppose probablement qu'en fait, cette sélection due au cépage accentue celle du porte-greffe, certes, mais en fait applique un deuxième niveau de sélection qui est beaucoup plus important. Et il y a peut-être aussi une notion de spécificité de cette communauté par rapport au porte-greffe seul. Quand on regarde là aussi l'abondance, là c'est encore plus net, c'est-à-dire que les sols sont complètement à part, et dès qu'on va basculer sur un assemblage, là on se retrouve sur des communautés complètement différentes. Alors là aussi, en termes d'abondance relative sur ces espèces, sur ces familles fongiques, là on retrouve là aussi notre gradient, c'est-à-dire qu'on va distinguer des assemblages CM pour chardonnay muscaté par exemple, qui vont être bien plus éloignés, bien plus différents que le sol qui va se situer tout à droite. Là-dessus, on remarque la même chose, c'est-à-dire que les Nectriacées sont toujours en part importante, et donc ces pathogènes nous posent quand même cette question-là. Donc il y a cette notion d'équilibre dans l'holobionte. Et puis, par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que quand on compare les rootstocks qui sont juste en haut, donc en bleu-vert, vous avez le SO4, en violet, le 5C, ils sont beaucoup plus répartis tout au long de cette hiérarchisation. Et puis par contre, quand on s'intéresse
au groupe génétique, donc les fameux îlots que je vous présentais au début sur le site expérimental, en fait, là, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir des distinctions en fonction des groupes génétiques. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, en termes de physiologie derrière de la vigne, vous savez comme moi que les cépages gamay et pinot peuvent être majoritairement rouges, donc vont avoir des métabolismes peut-être différents. Et puis au fur et à mesure, on va se décaler sur des cépages qui vont être beaucoup plus particuliers. On va être peut-être aussi sur des blancs à majorité. Et puis effectivement, on va être sur de la coexistence. On se pose la question de la coexistence et de l'adéquation entre la physiologie du cépage, celle du porte-greffe et celle de la communauté racinaire qui est présente. Et finalement, est-ce qu'elle est visible ? On a peut-être quelque chose, on a peut-être une piste là-dessus, de se dire que peut-être au niveau racinaire, on peut avoir déjà un premier proxy, un premier indicateur en fait, de l'assemblage ou de la pertinence d'un assemblage sur un terroir. Ça, c'est ce que j'ai voulu vous représenter, mais c'est exactement la même chose que précédemment. Donc effectivement, ce que je vous disais, une importance du type de cépage et du fond génétique sur la composition des communautés fongiques. Donc, là, on se pose la question de l'adaptation du terroir. On n'est que sur une seule parcelle, sur un terroir bien spécifique. On ne sait pas si le porte-greffe est bien adapté également, ou si l'assemblage en lui-même est bien adapté. Au niveau des communautés symbiotiques, là, la question a été de savoir si finalement le cépage pouvait contrôler un petit peu plus que le porte-greffe, qui lui ne montrait pas de différence. Et bien là, finalement, non. Même le cépage n'arrive pas à modifier, on va dire, à augmenter la diversité. Donc c'est ce que disait finalement Pierre-Emmanuel. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une très grande diversité ? Peut-être pas. Ça, c'est les études qui le montreront par la suite, et la physiologie surtout de la vigne derrière. En termes d'espèces, le clustering est encore plus important. On va retrouver des cépages qui vont présenter, des assemblages qui vont présenter une très forte proportion de bleu foncé, je vais le simplifier comme ça. Des cépages qui vont plutôt être peu diversifiés, mais avec une très forte proportion de bleu clair. Et puis au contraire, au milieu, proche du sol, vous allez retrouver ce clustering de cépages, d'assemblages qui vont être relativement proches de ceux du sol. Donc avec on peut s'imaginer en fait une diversité qui est presque optimisée en termes de champignons mycorhiziens. Maintenant, effectivement, se pose la question de l'adaptation de ces symbiotes et du fonctionnement de ces symbiotes. Et ça, c'est encore quelque chose qui est en suspens, puisqu'effectivement, la problématique d'étude du fonctionnement est très complexe en milieu naturel, puisqu'effectivement, on est sur de la collaboration en fait, entre différentes espèces et différents micro-organismes. Donc là-dessus, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'effectivement, contrairement aux communautés fongiques globales, là par contre, on est incapable de distinguer cette importance et ce niveau d'importance en fait, entre les types de cépages et le fond génétique. Ça reste quand même limité aux communautés fongiques dans leur ensemble. Finalement, pour conclure, effectivement, c'est que le réservoir du sol, il est homogène au sein de la parcelle. Mais finalement, la vigne, elle ne recrute pas les mêmes espèces et la totalité des espèces en fait, en fonction de ce qu'elle a à disposition et en fonction de son matériel génétique, de son fond génétique propre. Le porte-greffe et le cépage, ils jouent un rôle important dans la composition des communautés fongiques associées aux racines de la vigne, avec une prédominance quand même du cépage par rapport au porte-greffe. Donc là se pose la question, effectivement, à quoi sert le porte-greffe ? Est-ce que dans cet échange-là, finalement, est-ce que les mécanismes de signalisation, d'échange, de transport, en gros toute la physiologie et le métabolisme du cépage, est-ce qu'il ne prend pas le pas en fait, sur le métabolisme du porte-greffe ? Et le porte-greffe, est-ce que finalement, ce ne serait pas un tuyau, un simple tuyau qui sert à faire passer des nutriments, à faire passer des signaux, à faire passer des messages. Et ça, on continue encore et encore et encore de s'y attacher, parce qu'on le fait en serre, mais de passer et de comprendre ce qui se passe en milieu naturel, c'est encore plus complexe. Donc voilà quelques pistes. Et puis pour terminer, quelques pistes de réflexion qui nous permettront peut-être de débattre si on a encore un petit peu de temps. Je suis allé quand même le plus vite possible, mais on y arrive. C'est qu'effectivement, en fait, il y a une idée en fait, de comparatif avec d'autres conservatoires, puisque là, on est uniquement sur la parcelle, sur le terroir bourguignon. On va essayer de voir si c'est possible de le faire dans d'autres régions viticoles. Je pense notamment au conservatoire de l'IFV, qui en a plusieurs partout en France, donc on a ce bénéfice-là. Et puis dans des modes de conduite différents. Alors le mode de taille, c'est un des points qu'on essaye de développer avec Pierre-Emmanuel. Le mode de taille qui est important, puisqu'en fait, en taillant la partie aérienne, en fait, on casse la partie de l'outil de production, si vous voulez, de la vigne. Alors pas en termes de raisin, mais en termes de photosynthéta. Et donc, si on cherche à maximiser le fonctionnement de la symbiose mycorhizienne, est-ce que finalement le mode de taille n'est pas un des points essentiels quand on veut justement d'avoir tout le bénéfice en fait, de la symbiose mycorhizienne ?
La couverture végétale, comme Pierre-Emmanuel l'a dit, très importante pour développer en fait le réservoir microbiologique du sol. Si déjà, avec tout l'itinéraire technique, vous êtes sur un réservoir qui est fortement dégradé, on finit par ne plus avoir la diversité nécessaire pour pouvoir bénéficier de nombreux services. Et les fameuses fonctions dont parlait Pierre-Emmanuel, et puis tous les itinéraires liés à l'amendement ou aux engrais. Il y a une réflexion à avoir, je pense, sur les mécanismes de sélection autour de la diversité génétique disponible et surtout cultivée. Vous le savez bien mieux que moi, la diversité cultivée, elle est bien plus réduite par rapport à toute la diversité génétique qui a été produite au cours des dizaines et des dizaines d'années, bien avant moi et bien avant vous et bien avant tout. Et puis, effectivement, l'étude plus large sur les fonctions associées aux champignons, l'étude de la physiologie des champignons mycorhiziens, ça c'est mon travail encore à l'heure actuelle. Puis je terminerai par un petit moment pub, puisque effectivement, dans ma présentation, j'ai fait ma thèse à l'INRA de Dijon et j'étais ingénieur de recherche à l'INRA, dans l'équipe de Pierre-Emmanuel, et puis maintenant, je suis chargé de projet au sein de la société Mycophyto. Et justement, en fait, cette physiologie des champignons mycorhiziens à arbuscules et l'utilisation des produits de biofertilisation, en fait, c'est très très important et c'est un peu notre leitmotiv au sein de Mycophyto. Puisque justement, en fait, on s'est aperçu, on a eu un constat global en fait, de forte dégradation des systèmes agricoles en termes de diversité de champignons mycorhiziens. Et justement, l'objectif, c'est de participer à cette revitalisation des sols. Donc voilà, à partir en fait, de solutions de biofertilisation, en maximisant en fait, la diversité qui est déjà présente, en utilisant la diversité adaptée dans les vignobles, pour pouvoir la redynamiser après, par la suite, en la réimplantant, en réimplantant les mêmes espèces, en partant du principe, effectivement, qu'elles sont toutes adaptées. Au terroir, ça, on est à peu près sûr. Par contre, à la vigne, il faut quand même probablement les choisir. Donc, il y a une notion un peu de sur-mesure à avoir. Voilà sur les points que je voulais aborder avec vous ce soir. Je pense qu'on est bon sur le... Enfin, non, on n'est pas bon sur le timing, mais c'est pas grave. Merci en tout cas.